La protection de l'enfance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être assez longue, alors n'hésitez pas à la regarder en plusieurs parties, le chapitrage peut vous y aider. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent des dysfonctionnements de la protection de l'enfance, et parmi les raisons avancées, il y en a une qui revient souvent. Certains rapports écrits par les travailleurs sociaux seraient erronés, mensongers, voire calomnieux. Pour les personnes visées par ces rapports, c'est l'enfer. Elles ne comprennent pas pourquoi on les vise ainsi, elles s'agacent, leur exaspération les discrédite, d'autant plus que le principe de précaution les carbonise avant même qu'elles aient pu se défendre. Alors qu'en est-il réellement? Alors je le dis d'emblée, oui, il y a bien des travailleurs sociaux qui pondent des rapports faux et ou calomnieux. Je ne le pense pas, je le sais. Je vais vous en parler en détail et vous en apporter des preuves, mais surtout je ne vais pas m'arrêter là. Mon expérience de la protection de l'enfance va me permettre de vous expliquer pourquoi certains rapports sont faux, pourquoi ils sont écrits comme ça, pourquoi la colère des personnes calomniées doit être entendue et prise en compte, et ce que je pense qu'il faudrait faire pour que les choses s'améliorent. C'est parti! Avec Rose, nous avons été en relation longtemps avec les services sociaux. Pendant 6 ans d'abord, en tant que candidat à l'adoption, puis pendant 10 ans en tant que famille d'accueil. Et si je dis que je sais que les rapports erronés sont une réalité, c'est parce que pendant ces 16 ans, nous y avons été confrontés trop souvent pour que ce soit anecdotique. Alors je vais vous donner quelques exemples pour vous donner une idée de l'ampleur des mensonges. Parce que je parle bien de mensonges et pas uniquement d'erreurs, qui existent aussi, bien entendu. La première fois que ça nous est arrivé, c'était au début de notre parcours d'adoption. Il s'agissait du tout premier rapport que l'on a écrit sur nous. Ça commençait mal. C'était l'assistante sociale qui a visité notre logement qui l'avait rédigé. Nous étions alors jeunes propriétaires d'une maison que nous rénovions. Comme vous pouvez le voir, dans cette maison, au premier étage, il y avait un petit salon qui donnait sur une terrasse. Cette terrasse était sécurisée par une barrière en bois partiellement amovible. Lorsque l'assistante sociale est venue, il se trouve que cette moitié de la rambarde manquait parce que je l'avais démontée pour me permettre de transporter à l'étage des plaques de plâtre en passant par la cour en contrebas. Rose et moi nous étions demandé s'il était utile de la remonter, mais ça demandait du travail, et j'étais loin d'avoir terminé le transport des matériaux. Et puis surtout, nous nous sommes dit qu'elle pouvait bien comprendre notre situation, et de surcroît, ça n'était pas si dangereux que ça en avait l'air, puisque l'accès à la terrasse était sécurisé par une porte-fenêtre qui fermait à clé. Évidemment, nous lui avons bien montré tout cela, et nous lui avons assuré que la rebarde serait remise en place. Voilà ce que l'assistante sociale a écrit dans son rapport. Un balcon sans rambarde, réelle source de danger, ne semble pas être une contre-indication à l'accueil d'un enfant confié en adoption pour monsieur qui ne prévoit pas d'installer une barrière de sécurité. Quand on a lu ça, on est tombé des nues. Il faut le dire, la première réaction des personnes normales, c'est de se remettre en question. On s'est demandé ce qu'on avait raté pour qu'il y ait incompréhension à ce point. Dans ce genre de situation, les jours passent sans que l'on trouve d'explication logique, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas ce que l'on a dit. Mais en même temps, on essaye de se rappeler ce qu'on aurait pu mal expliquer, ce qui aurait pu faire croire à l'assistante sociale qu'on aurait pu penser ça. Et ça peut engendrer des tensions dans le couple. Ce n'était qu'un début, parce que 2 lignes plus loin, on me citait entre guillemets. On m'accusait d'avoir dit avec conviction « Il suffit d'interdire à un enfant de descendre un escalier pour qu'il ne le fasse pas et s'arrête à l'extrémité de la porte. » Ajoutant juste derrière que j'avais même fait l'expérience avec l'enfant de nos voisins âgé de 15 mois. Cette phrase nous a en quelque sorte libérés de la culpabilité que nous ressentions, parce qu'évidemment les choses ne s'étaient pas passées comme ça. En revanche, ça a beaucoup accru notre colère parce que, outre la calomnie, ça me dépeignait comme un débile mental. Et pour cause, quand bien même je l'aurais pensé, ce qui n'est évidemment pas le cas, il aurait fallu que je sois le plus siphonné de tous les abrutis pour oser dire ça à une assistante sociale du service adoption alors que nous venions chercher un agrément. Des rapports de ce genre, nous en avons vu d'autres pendant notre parcours d'adoption, ce n'était pas un cas isolé. Et dans la mesure où ça s'est répété trop souvent et dans des situations différentes, je crois ceux qui disent que ça leur est également arrivé. Je les crois d'autant plus qu'en devenant famille d'accueil, je l'ai vécu de l'intérieur. Et j'ai pu comprendre pourquoi et comment ça arrive.
Il y a une foule de raisons, et je ne vais vous parler ici que de celles que j'ai bien identifiées. La première fois que nous avons entendu une justification de ces rapports calomnieux, c'était pendant notre parcours d'adoption. Comme je l'ai dit, les premiers rapports étaient tellement mauvais que nous n'avons pas eu l'agrément. Nous avons donc fait appel de cette décision, et dans ce cadre, nous avons été reçus par la chef du service adoption. Comme nous lui faisions part de notre étonnement, et que nous étions arrivés avec des preuves, comme les photos que je viens de vous montrer, elle a fini par nous dire officieusement que les agents du service adoption avaient des consignes pour que les rapports soient soit très bons, soit très mauvais. A priori, l'objectif était de favoriser les bons dossiers et de torpiller les candidats pouvant potentiellement poser des problèmes, notamment à l'international. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'adoption est en quelque sorte une composante de la diplomatie. Les services sociaux auraient donc tendance, de cette façon, à limiter les abus, les adoptions illégales et les trafics. Là, pour bien comprendre ce qui se joue avec ces fameux rapports, il faut se mettre 5 minutes à la place de ceux qui doivent les rédiger. Si vous faites un métier difficile et mal payé, que vous attendez peut-être votre mutation, donc vous n'êtes pas très motivé, que vous avez conscience que vous ne vous retrouverez jamais devant les personnes sur lesquelles vous êtes en train d'écrire, et qu'en plus votre service vous incite à exagérer, ce qui vous exonère de la responsabilité de ce que vous allez écrire, il n'est pas étonnant que non seulement les rapports soient mensongers, mais qu'en plus ils soient bâclés. Pourquoi se fatiguer à fignoler un rapport qui vise à refuser l'agrément ? La deuxième raison qui fait que certains rapports peuvent être faux est liée à l'usage immodéré du principe de précaution. Rose en a déjà entendu une belle illustration, on ouvre les parapluies. Parfois, dans le doute, les agents des services sociaux se couvrent en plombant les dossiers de toutes les impressions négatives qu'ils ont pu avoir. Et comme c'est subjectif, c'est très difficile à contrer. Par exemple, dans le rapport dont j'ai déjà parlé, l'assistante sociale qui étudiait notre situation financière a écrit « Face à la complexité, voire à l'opacité de leur situation financière ». Alors, nous étions en création d'entreprise, donc c'était peut-être un peu compliqué à comprendre. Mais l'utilisation du terme « opacité » laisse entendre que j'aurais pu volontairement cacher la vérité ou travestir les chiffres. Alors, elle n'avait aucune preuve de ça, et puis surtout, elle n'avait pas les compétences pour en juger. J'y reviendrai. L'affect, maintenant. Les services sociaux sont remplis de personnes qui ne sont pas là par hasard. La plupart du temps, elles ont choisi la protection de l'enfance parce qu'elles veulent contribuer au bonheur des enfants. C'est une vocation. Un agent de l'ASE qui écrit un rapport concernant un enfant dont il a la charge est susceptible de s'agacer s'il a l'impression que vous avez contribué à la détresse de celui-ci. Et ça peut compromettre son jugement. Cela m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais famille d'accueil. Par exemple, j'ai été la cible d'un rapport diffamant de la part de l'éducatrice d'une jeune pour qui j'avais mis fin à l'accueil en urgence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même si ça ne m'a pas fait plaisir, j'avais de bonnes raisons de le faire. Cet enfant s'est plaint de moi, et son éducatrice a repris ses propos sans discernement, sans recul, sans m'avoir rencontré et sans même avoir discuté avec moi au téléphone. Laisser l'affect impacter un rapport, même si c'est mignon, c'est un manque de professionnalisme. Un autre problème qui gangrène les rapports, c'est l'obligation qu'on fait à leurs auteurs d'y inclure des citations afin que les rapports en question soient inattaquables. Ça part d'une bonne intention. Le problème, c'est que quand on cite quelqu'un entre guillemets, il faut respecter 2 précautions. D'abord, il faut reprendre les propos exacts. Le problème, c'est qu'au cours d'un entretien, le travailleur social, il n'a pas forcément le temps de noter exactement ce que l'on a dit. En plus, ces entretiens, la plupart du temps, ne sont pas enregistrés, ce qui pourrait permettre de s'y référer après coup. Cette situation, je l'ai notamment vécue avec un service qui était censé m'accompagner quand j'étais famille d'accueil. À l'issue des différents rendez-vous, étalés sur un an, la personne qui m'a suivi a rédigé un rapport. Celui-ci était truffé de citations qui ne me correspondaient pas. Ce n'étaient pas mes propos, en plus il y avait des phrases un peu trop simplistes ou familières pour que j'accepte de dire qu'il s'agissait de moi. Parce qu'on me demandait de contresigner le document, j'ai demandé à ce qu'on enlève les guillemets. En dépit d'un rendez-vous avec la chef de ce service, ça n'a pas été fait. Et comme j'avais déjà des relations tendues avec mon employeur, j'ai fini par contresigner un document qui ne me correspondait pas. La deuxième précaution que l'on doit prendre, c'est de ne pas citer les gens hors contexte. Je reprends l'exemple de l'enfant de 15 mois dont j'ai déjà parlé. Quand on me cite en écrivant
Il suffit d'interdire à un enfant de descendre un escalier pour qu'il ne le fasse pas et s'arrête à l'extrémité de la porte. Il faut reprendre mes propos avec exactitude, ce qui n'est pas le cas de cette phrase. Si j'ai bien dit à cet enfant de s'arrêter et qu'il avait effectivement 15 mois, il ne s'agissait pas d'un escalier, mais d'une unique marche peu haute. Par ailleurs, je n'ai pas fait aveuglément confiance à sa raison en le regardant de l'autre bout de la pièce. Enfin, je n'étais pas seul, la situation était parfaitement sous contrôle. Les limitations propres aux communications entre êtres humains expliquent aussi pourquoi certains rapports sont faux. En particulier, les préjugés des enquêtrices sociales sont très difficiles à contrer parce que vous ne les connaissez pas à l'avance. Pour certaines, le ménage non fait à l'arrivée dans votre maison pourra les inciter à croire que vous ne les respectez pas ou que vous êtes un crado. Pour d'autres, au contraire, l'absence du moindre grain de poussière dans votre maison pourra paraître suspect. Et évidemment, ces réactions imprévisibles seront susceptibles d'avoir un impact sur le rapport qu'elles écriront. De la même façon, il m'est arrivé qu'une psychologue me demande si je jouais aux jeux vidéo. Comme je lui ai répondu par l'affirmative, elle m'a ri au nez, comme si cela faisait de moi un ado attardé. Dans ce domaine, les gens qui ont des préjugés sont susceptibles de transformer vos qualités en défauts. Par exemple, je ne bois pas d'alcool, du tout. Sauf qu'additionné aux jeux vidéo, c'est susceptible de confirmer mon immaturité supposée. Et ce ne sont là qu'une infime partie des problèmes de communication que vous pouvez rencontrer. Sur son site internet, l'auteur Bernard Werber a écrit une phrase qui résume bien la situation. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez en comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Après ça, ne vous étonnez pas que parfois les rapports soient foireux. Les erreurs dans les rapports peuvent également être causées par une culture défaillante des agents des services sociaux. Et ça peut être le cas notamment dans le domaine économique. L'assistante sociale qui a écrit dans son rapport que j'avais été opaque nous a prouvé qu'elle n'était pas au niveau. Dans notre situation financière résumée, elle a indiqué que nous avions 1 300 € de taxes foncières par mois. On devait habiter à Versailles. Cela dit, encore une fois, je ne lui jette pas la pierre. Pourquoi se fatiguer à écrire un rapport parfait si c'est pour refuser l'agrément ? Il y a bien d'autres situations sensibles qui seraient susceptibles de provoquer des réactions non professionnelles. Par exemple, je souhaite bien du courage aux travailleurs du sexe qui seraient aux prises avec certains agents de l'ASE. Et je ne parle que de ceux qui exercent un métier bien légal, comme stripteaseur par exemple. Un autre problème que l'on peut rencontrer, ce sont les travailleurs sociaux qui donnent des conseils aux parents pour l'éducation de leurs enfants et qui ne peuvent pas se rendre compte qu'ils sont inadaptés parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes. Il y aura d'ailleurs un bel exemple de ça dans le témoignage de la semaine prochaine. Les mauvais rapports peuvent également résulter de comportements professionnels toxiques. Pour l'illustrer, la meilleure chose à faire, c'est que Rose vous raconte une anecdote qu'elle a pu vivre avec des agents de l'ASE. J'ai participé à une réunion entre ma référente professionnelle, la référente éducative de l'enfant et moi. Et c'était pour faire un point sur les conditions d'accueil de l'enfant. À cette occasion, j'ai pu expliquer que j'étais pas très contente parce que l'enfant n'avait pas bénéficié de synthèse depuis ses 6 mois, alors qu'elle avait 2 ans et demi, et que la loi stipule qu'une synthèse doit être effectuée tous les 6 mois pour un enfant de moins de 2 ans. J'ai fait cette demande auprès donc, de la référente éducative, de ma référente professionnelle, de la chef de service. Tout le monde me disait oui et il se passait jamais rien. Comme j'étais un peu agacée, on m'a dit « mais à qui avez-vous formulé ces demandes ?» Et je leur ai dit « mais à vous, à la référente éducative, à la référente professionnelle, à la chef de service, à qui est-ce qu'il faut que je demande à la fin quoi ?» Et comme je m'agaçais, on m'a dit « mais oh là là, vous avez l'air très émotive, est-ce que vous n'auriez pas besoin de vous faire accompagner ?» Donc, dans le compte-rendu de cette réunion, ce qui a été écrit, ce n'est pas que mes collègues ne faisaient pas leur travail, mais bien que, comme j'étais dans l'émotion, on m'avait conseillé de me faire accompagner. J'étais ravie. Je termine cette liste par le problème de l'absence de correction des écrits erronés, qui est à mon sens celui qui est le plus grave.
Mon expérience m'a montré que les écrits des travailleurs sociaux ne sont jamais corrigés. Peu importe les aberrations que j'ai pu y trouver, et peu importe les preuves irréfutables que j'ai pu apporter en 20 ans de relation avec les services sociaux, jamais aucun des rapports m'incriminant moi ou mon épouse n'a été corrigé. Non seulement aucun de ces rapports n'a été corrigé, mais en plus, en dépit des écrits professionnels que j'ai pu faire pour me défendre des accusations qui avaient été formulées contre moi, aucun écrit de ma hiérarchie n'est jamais venu confirmer le fait que j'avais raison. En 10 ans, il n'est arrivé qu'une seule fois que ma supérieure me dise qu'il y avait des choses intéressantes dans le courrier de 6 pages que j'avais envoyé pour me défendre. Ça n'est jamais allé plus loin. Il n'y a jamais eu d'écrit pour me disculper officiellement de ce qui a été écrit de moi, sous forme d'une note d'information en plus, dont je ne sais pas qui a pu la lire et à qui elle a été transmise. Sachant cela, il n'est pas étonnant que certains professionnels se lâchent dans leurs écrits, puisque leur hiérarchie ne leur demandera jamais de les modifier, et que donc ça n'aura pas d'impact sur leur carrière. Alors maintenant que j'ai fait le tour d'horizon des problèmes existants, comment on peut arranger ça ? À mon sens, la première chose à faire, c'est que les services sociaux s'excusent quand les rapports de leurs agents contiennent des erreurs, qu'elles soient volontaires ou pas. Il est insupportable que les services publics ne se remettent pas en cause et que les administrés continuent à se faire insulter par des rapports calomnieux. Pour ma part, ce n'est quasiment jamais arrivé. Officieusement, certains agents ont reconnu que nous n'aurions pas dû subir tout ce qui nous est arrivé, mais personne ne l'a jamais fait officiellement. C'est un des problèmes d'ailleurs. J'imagine que les services publics ne tiennent pas particulièrement à fournir d'aveux qui pourraient servir à les incriminer devant la justice. La protection de l'enfance manque déjà de moyens, alors ce n'est pas pour les dilapider en dommages et intérêts devant les tribunaux, surtout que les Français sont très procéduriers. La deuxième solution, c'est de simplifier la tâche des travailleurs sociaux. Pour ce que j'en sais, ils font déjà face à des lourdeurs administratives qui ne font que s'aggraver avec le temps, alors que le principal n'est déjà pas garanti. Un bon exemple, c'est le PPE, le projet pour l'enfant. Ça part d'un bon sentiment, puisque c'est pour mieux s'occuper de l'enfant. Seulement, c'est bien gentil de demander à l'ASE de rédiger des PPE depuis 2016, alors qu'on n'est pas foutu de trouver un toit pour des enfants placés par les juges, ce qui fait qu'ils sont obligés de rester chez leurs parents pendant des mois après les décisions qui sont censées les protéger. Personnellement, des PPE, je suis même pas certain d'en avoir vu. Ils ne sont pas mis en place, pas le temps. Alors ce serait bien d'arrêter de polluer le temps des travailleurs sociaux avec de la paperasse pour qu'ils puissent mieux faire leur vrai travail. Ils écriraient sûrement de meilleurs rapports si on ne les mettait pas sous pression avec toujours plus d'obligations administratives. Une autre bonne solution serait de mieux payer les agents. Les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance doivent s'occuper d'enfants au parcours chaotique pour lesquels tout le monde a échoué avant eux. Sont-ils si mal payés ? Eh bien, j'ai posé la question à Google. Je lui ai demandé quel est le salaire pour un éducateur spécialisé en début de carrière. Il m'a répondu ceci. Il n'y a pas de quoi rêver. Attendez, c'est pas fini. Maintenant, et pour comparaison, voici le montant du SMIC. Et après, on se demande pourquoi certains écrits sont bâclés. Payons-les mieux, attirons des profils plus motivés, et je pense qu'on réglera tout seul un certain nombre des problèmes qu'on a aujourd'hui. Je connais l'argument selon lequel ça va coûter très cher, et je suis d'accord. Sauf que la prévention, ça coûte toujours moins cher que de réparer. En plus, sur cette chaîne, j'ai déjà proposé des pistes pour économiser là où on peut, afin de mieux dépenser. Enfin, la dernière chose qui me paraît indispensable, c'est de corriger les rapports erronés. Ces rapports erronés ou mensongers, et surtout jamais corrigés, décrédibilisent tous ceux qui sont bons. Ils jettent le doute sur toute la protection de l'enfance qui n'a déjà pas un rôle facile. L'agacement et l'incompréhension font gonfler la colère, et les gens viennent à penser régulièrement qu'il serait préférable de faire exploser ce système. Ce serait à mon avis la pire des choses à faire. Donc nous devons réagir collectivement, nous devons changer ce qui ne va pas. Voilà pour ce sujet qui me paraît très important. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo, parce que je me suis aperçu que tout au long de ma carrière de famille d'accueil, que ces sujets sont très peu connus. La plupart des gens à qui j'en parle autour de moi ne savaient pas du tout ce que je viens de vous expliquer.
et qu'en plus la culture du secret professionnel au sein de la protection de l'enfance, rend très difficile la compréhension des enjeux. La semaine prochaine, le témoignage de Victor viendra illustrer en partie ce que je viens de vous dire. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et portez-vous bien. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».